Je me présente, je suis donc Claude Grandpré, je suis architecte, membre de l'Académie d'architecture et membre à titre individuel d'Habitat Participatif France. À la suite de la présentation de notre président Pablo Katz ce matin et de l'accueil qu'il a fait de cette journée, je vais faire un petit rappel en 2 mots pour donc les nouveaux venus éventuels de cet après-midi, pour dire que le groupe de travail logement de l'Académie d'architecture a fait connaître le 15 juin 2022 de cette année donc un rapport intitulé « Des logements autrement, mieux et pour tous ». L'un des sujets que nous y avons développé concerne l'habitat participatif. Cette journée constitue une heureuse occasion pour mieux faire connaître et débattre de cette démarche et de ses résultats. Nous poursuivons maintenant cette journée d'études en abordant 2 réalisations assez différentes. L'une, la table ronde numéro 3, présente une réalisation qui s'est déroulée de 2014 à 2022 de dimension modeste en autopromotion, l'habitat groupé de Montmartel à Saillant. Ici, le programme, la démarche ont encouragé une architecture écologique, des espaces mutualisés et l'autoconstruction. Cette première table de l'après-midi sera présentée et animée par Chloé Lebaille, maîtresse de conférences en ergonomie cognitive. L'autre, la table ronde numéro 4, présente une opération d'habitat social collectif de 1974 ayant instauré de généreuses surfaces d'activités partagées, aujourd'hui objet d'un nouveau projet participatif de réhabilitation, la Grand Goule à Poitiers. Là, il s'est agi de modifier le rapport entre espace privé du logement et les pratiques socialisées des lieux partagés. À 40 ans d'intervalle apparaissent les enjeux des ambitions initiales et de la reprise d'une nouvelle dynamique tant sur le plan du bâti que sur le plan social. Cette seconde table sera présentée et animée par Stéphane Saffin, maître de conférence en ergonomie cognitive. À partir du sujet de fond de notre journée sur la conception associée des habitants et des architectes, 2 points seront plus précisément creusés autour de ces 2 histoires. Le développement du pouvoir d'agir des habitants à cette occasion et la dimension écologique de ces habitats. Comme l'a indiqué Benjamin Loiseau dans son programme introductif, c'est en partie en réponse à une forme d'expropriation de la maîtrise de l'outil et de la finalité de l'activité dans le monde du travail que s'est imposée dans la décennie 70 l'idée d'une réappropriation mentale, matérielle et de gestion de sa vie et de son milieu au sens général par ceux qui fabriquent dans l'industrie et par ceux qui habitent dans le logement. Mouvement qui, avec l'accroissement et l'approfondissement récent d'un grand nombre de crises, s'est trouvé amplifié. La co-conception, ou ce que l'on pourrait appeler la conception associée des habitants et des architectes, est la forme la plus achevée, avant un retour à une simple architecture vernaculaire, d'intégration d'un maître d'usage collectif à la programmation, puis au projet de son futur habitat aux côtés de l'architecte. Ceci impliquant d'évidence une reconquête de sa capacité d'intervenir sur son milieu de vie, mais pas nécessairement au-delà de son logement. Par contre, si le pas est franchi, au-delà du logement j'entends, on voit bien le lien qui s'établit entre la réappropriation conceptuelle de l'habitat, la reprise de pouvoir sur son milieu environnant à toutes les échelles, habitat, quartier, bourg ou ville, et plus généralement une relation à son milieu, au monde, faite de respect, de nouvelles relations, d'empathie. Or, il semble qu'en France, l'expérience et les conditions d'émergence de cette démarche, aussi lentes et difficiles soient-elles, et peut-être parce qu'elles sont difficiles d'ailleurs, favorisent cette approche, le franchissement de ce pas, de passer du logement, de l'habitat, au monde. Par-delà la co-conception, peut se poser alors pour l'architecture la question de la qualité résultante, au-delà des qualités d'usage sans doute retrouvées. Là aussi, il n'y a pas de lien obligé de l'un à l'autre entre la démarche et une certaine qualité architecturale du résultat, cette dernière relevant aussi d'une alchimie plus complexe. On peut néanmoins poser l'hypothèse qu'une relation renouvelée de l'architecture aux habitants, usagers citoyens, aux matériaux biosourcés, aux territoires et aux paysages vivants contribue à de nouvelles approches, d'autres manières de faire, partant d'un nouveau savoir-être des professionnels de la fabrication des espaces habités. Ce pourrait être également l'occasion d'y trouver de nouvelles formes, de nouvelles sources d'inspiration communes aux usagers habitants et aux concepteurs professionnels. Bon après-midi. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je voulais remercier les organisateurs
et organisatrice de cette journée, de m'avoir invitée pour animer cette table ronde numéro 3 sur le thème de l'autopromotion, autonomie et écologie, avec une mise en lumière du projet d'habitat groupé de Montmartel à Saillant dans la Drôme. Et pour nous parler donc de ce beau projet sont réunis Pierre-Charles Marais, en distanciel, qui est administrateur au sein de la structure Habitat Participatif France, Martin Drecher, qui est architecte au sein de l'atelier d'architecture Agraf, et Emmanuel Capelin, qui est habitant et qui a participé au collectif maître d'ouvrage dans ce projet d'habitat groupé. Alors l'objectif de cette table ronde, ça sera notamment d'illustrer comment ces acteurs du projet ont réussi à tenir d'une part des objectifs de conception collective, participative, démocratique, et d'autre part des ambitions écologiques très prometteuses, dans un projet au sein duquel les futurs habitants ont collaboré dans la définition et la construction de leur futur lieu de vie. Alors ce type de projet suggère différents enjeux, voire défis, que les acteurs du projet, notamment les futurs habitants, ont eu à relever. Alors on retrouve bien sûr des enjeux assez classiques dans un projet de conception, se distribuer le travail dans le temps, dans l'espace, s'entendre, se construire un référentiel commun sur le projet, identifier les expertises de chacun, chacune, exploiter au mieux ses expertises. Mais il me semble que ce type de projet implique aussi d'autres défis. J'en ai relevé notamment 4, mais il y en a sûrement d'autres, qui ont déjà été illustrés ce matin, notamment lors de la première table ronde. Alors, on a d'abord un premier défi qui est que finalement, les habitants se retrouvent à la fois prescripteurs et usagers, concepteurs et utilisateurs de ce lieu de vie. Et donc, il s'agit à la fois de concevoir pour soi-même et pour autrui. Et ce double rôle peut mettre l'habitant et les autres acteurs du projet face à un ensemble de contradictions qu'il s'agit d'arbitrer. Par exemple, respecter un budget, des normes réglementaires, tout en souhaitant répondre à ses besoins et à un maximum de volonté dans le collectif d'habitants. Et donc c'est aussi une place différente qui est laissée finalement à celui qui normalement prescrit l'habitat, c'est-à-dire l'architecte. Et donc nous verrons notamment comment Martin le rôle qu'il a pris en fait dans ce collectif d'habitants. Alors un deuxième défi qui concerne l'expertise, c'est finalement de quoi ces concepteurs usagers sont-ils experts? On peut penser qu'au départ ils ont peu ou en tout cas moins d'expertise technique, notamment moins d'expertise que celle dont dispose un architecte ou une architecte, mais on peut cependant penser qu'ils sont experts du lieu de vie dans lequel ils veulent vivre, c'est-à-dire l'habitat participatif, soit parce qu'ils ont déjà vécu dans un habitat participatif, soit parce qu'ils se sont beaucoup documentés à ce sujet et ont participé à la construction d'autres chantiers, par exemple. Et également, ces projets d'habitat participatif offrent un terrain assez propice à l'apprentissage et au développement de compétences individuelles et collectives sur ces questions d'écologie, de mode de gouvernance démocratique, etc. Donc on verra aussi ça dans cette table ronde. Une troisième caractéristique, c'est que le collectif d'habitants se retrouve dans la situation de concevoir à la fois son habitat, c'est un peu la dimension technique du projet, mais également son organisation sociale, ses valeurs. Et donc on assiste en fait à une conception assez conjointe d'une dimension technique et sociale. Et on voit aussi que des décisions à prendre qui pourraient concerner une dimension technique, architecturale, appellent aussi à discuter l'organisation à la fois du groupe avec la casquette concepteur, mais aussi telle que l'organisation sera dans le futur lieu. Et enfin, un dernier enjeu qui est lié à la dynamique de tout groupe et que l'on retrouve dans tout projet de conception, c'est l'évolution du collectif, de ses membres, de ses valeurs dans le temps. Avec ici, dans ce cas particulier, un caractère très long et très engageant du projet, notamment parce qu'il faut tenir les enjeux environnementaux qui sont posés au départ, et donc comment tenir dans le temps, justement, comment ne pas s'essouffler face à cette ambition écologique qui peut être difficile à tenir. Donc dans cette table ronde, nous verrons notamment comment les acteurs ont mis en place une démarche assez novatrice de conception pour dépasser en quelque sorte ces difficultés et relever ces défis. Donc je passe d'abord la parole à Pierre-Charles pour qu'il nous fasse une rapide introduction sur l'état de l'habitat participatif en autopromotion aujourd'hui.
c'est bon pour moi? Oui, c'est bon. Il y a les diapos. Bonjour à tous, merci. En effet, je voulais un peu mettre en perspective ce projet, parce que finalement, la bonne nouvelle, c'est que vous allez découvrir un projet génial, mais ce qui est encore plus génial, c'est qu'il y en a partout. Ça explose sur le territoire et il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Je vous parle bien un mot de l'Habitat Participatif France, qui est un réseau national qui regroupe des structures territoriales qui agissent sur tout le territoire, qui regroupe des professionnels et surtout des groupes d'habitants déjà constitués qui habitent, qui sont dans le processus et qui travaillent à faire émerger une visibilisation, à créer du partage d'expériences, de la capitalisation des outils plaidoyer auprès des instances nationales, en particulier des institutions, pour faire évoluer les pratiques sur quel motif, sur celui de l'intérêt général. On est bien persuadé que l'habitat participatif, c'est vraiment un outil pour les politiques publiques, notamment parce que c'est une manière de produire du logement qui produit plus que juste des espaces à habiter, qui produit du lien social, qui produit de la transformation citoyenne, qui a un accompagnement pour le bien vieillir, qui est porteur d'une ambition bien plus élevée que les constructions courantes de qualité écologique, de pratiques responsables, et puis qu'il y a un outil également pour travailler la mixité sociale. Donc, vraiment, on met en avant comme un outil pour les politiques publiques. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui d'un point de vue plus quantitatif? On a recensé dans une base de données qui est accessible sur Internet, on a recensé 367 projets d'habitat participatif qui sont livrés, et un petit peu plus de 900 projets si on comptabilise tous ceux qui sont en cours d'exécution. Une croissance qui est assez élevée, environ 18% par an. Donc on est à la fois sur un phénomène ancien qui reste encore, on pourrait dire, marginal, qui représente une part très faible de la production du logement, mais sur lequel on peut vraiment avoir un retour d'expérience important sur ce qui marche moins bien. On a vraiment du recul et puis on a une approche assez générale sur tous les territoires avec des projets très variés. Des projets qui sont des projets de logement collectif portés par des collectifs de citoyens, en moyenne 11 logements, à moitié en neuf, à moitié en réhabilitation, à 60%, donc un peu plus de la majorité plutôt en milieu rural, pour les questions de facilité d'accès foncier notamment. Et je voudrais faire un focus sur la question de l'autopromotion, puisque 2 tiers des projets de l'habitat participatif sont réalisés en autopromotion. Ils sont un petit peu plus que la moyenne, et pour plus de 10 logements, ils sont 2 tiers en réhabilitation, également en majorité en milieu rural. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que l'autopromotion? Ce sont des projets qui sont portés donc, par un groupe d'habitants qui réunit lui-même des moyens pour produire un ensemble de logements collectifs. Le fait que le collectif d'habitants réunisse ces moyens signifie du coup qu'ils vont constituer une structure juridique qui va être maître d'ouvrage, qui vont financer eux-mêmes en direct le projet, qui vont acquérir ce foncier, et puis évidemment qui vont s'entourer de professionnels nécessaires à monter leur projet immobilier, leur projet social, s'agissant d'architectes, d'AMO et de manière générale de tous les intervenants d'un projet immobilier de manière assez claire. Alors, qu'est-ce que ça change que ces habitants soient maîtres d'ouvrage? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est eux qui vont écrire et porter un programme qui va être ambitieux sur le point de vue de la qualité environnementale. Ils vont porter un projet de vie qui va placer le lien social au cœur du projet d'architecture. Ils vont apporter une approche fine de l'usage qui va permettre aux concepteurs de sortir des sentiers d'actifs, géographiques, etc. Ils vont apporter une capacité à mutualiser des espaces généreux, partagés, qui vont permettre de créer une nouvelle forme de pratique en contrepartie des espaces climatiques qui sont souvent plus sobres. Ils vont mettre en place une efficacité économique vraiment au service du projet, en passant intermédiaire. Et puis finalement, ce n'est pas forcément le plus visible, mais je pense que c'est très important, ils vont développer une agilité dans le projet qui favorise la coopération et l'innovation. Et c'est sur ça que je vais vous proposer une transition avec la présentation de Martin et Emmanuel. Moi, je souligne cette agilité dans l'intelligence du projet qui donne vraiment le pied à sortir des sentiers battus et à inventer une nouvelle manière de jouer.
Merci Pierre-Charles, et notamment d'avoir tenu le temps. Merci beaucoup. Alors du coup, on va passer là, dans une première partie de cette table ronde sur la présentation finalement de ce projet. Et donc je passe la parole à Martin, et puis après il y aura Emmanuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Martin Drescher, architecte et architecte d'intérieur aussi. Je suis basé à Nyons, l'atelier s'appelle Agrafe. Parce qu'une agrafe, c'est un petit élément en métal qui pique et puis qui fait du lien aussi. Donc bon voilà, c'était un petit peu symbolique. 8 logements participatifs, bioclimatiques, écologiques, assaillants. On va faire rapidement un petit tour pour planter le décor, on va dire, à la fois le groupe et le site. Voici le groupe. Nous avons le représentant Emmanuel Caplin. Je te passerai la parole juste après, Emmanuel, mais le projet, c'est 8 logements en participatif, 2 chambres d'amis qu'on peut considérer comme un logement, comme un 9e logement, parce qu'on a une cuisinette, une salle de bain, avec donc 2 chambres d'amis, 4 sas buanderies en commun, un préau couvert en commun, un magnifique préau très utilisé, une salle commune avec une cuisine, un atelier de bricolage, bien sûr. Et puis, vous verrez à la fin un terrain en production vivrière. L'idée, c'est d'arriver à une autonomie de subsistance autant que faire se peut. Voilà ce joli groupe. Emmanuel, peut-être tu te présentes. Bonsoir. Alors, on ne pouvait pas tous être là, les 13, plus les enfants, les 18. Donc, je tenais à vous dire que je suis là pour parler en mon nom propre, même si j'ai suivi le projet depuis le début et que du coup, je pourrais parler dans sa globalité du projet, et donc voilà, mon opinion sur le projet n'engage que moi, mais il y a un petit peu de chacun d'entre nous aussi derrière ce que je vais raconter. Moi, je travaille pas du tout dans la construction, je fais des films et j'ai fait des études de sciences environnementales où j'ai touché un petit peu à l'architecture c'était des études transdisciplinaires et on a fait un cours sur l'architecture dite durable, et c'est peut-être ça qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier et d'avoir l'idée folle de me lancer dans ce projet. On va faire un peu plus des allers-retours pendant la présentation pour justement aussi montrer ce côté, ce dialogue constant qu'il y a eu avec Martin et qui a été fantastique. Je te laisse dérouler. Juste un petit point de précaution, vous allez être abreuvé d'images, etc. Ça va défiler très vite. Contrairement au Buisson qui a eu le temps pour distiller et finalement arriver peut-être aux quelques grandes conclusions, nous on est encore en plein dedans, on a les mains dans le cambouis. Le chantier n'est pas encore terminé, il s'apprête à se terminer d'ici 1 ou 2 mois. On est tous en train de faire nos finitions chez nous. Et donc, c'est finalement la présentation avec son abondance d'images reflète un petit peu ce côté qu'on est encore vraiment dedans. Donc voilà, n'essayez pas de suivre tout ce qu'il y a là. Martin va vous guider. Merci Emmanuel. Le site, voilà, petite ville, Saillant, pas très loin, donc la vallée du Rhône, dans ce qu'on appelle la Biovallée, territoire d'innovation, de grande ambition, TIGA. Il se passe plein de choses dans la Biovallée, magnifique. Donc, petit village, 1230 habitants, qui lui aussi s'est dépeuplé, puisque je crois que sous Napoléon, il y avait 4000 habitants. Vous voyez qu'en bleu, nous avons le centre-ville moyenâgeux. Et le terrain apparaît entouré en rouge, donc on va dire c'est une zone périurbaine, si on peut dire. Magnifique terrain, très bien exposé. Donc Saillant a été une mairie anciennement participative, c'est important de le dire, parce qu'en fait, au moment où est né le projet, la mairie était sous démocratie participative, ce qui a aussi généré ce type de projet. C'est important à le souligner, parce qu'on avait un maire vraiment actif, et qui a réussi, par l'intermédiaire du PLU, à débloquer ce terrain pour y construire un habitat participatif. Le terrain, vue d'en face, exposition plein sud. Vous allez voir que forcément il a guidé le projet, son orientation. Voilà le terrain, avec une yourte qui a servi de local de réunion de chantier. Et puis en face, nous avons ce magnifique synclinal perché qu'on appelle la forêt de Soux,
Il est un peu caché par un noyer, mais une vue splendide et un ensoleillement très bénéfique. Et groupe site, mais bien entendu, nous avons un AMO et surtout un modèle de départ pour nous aider, nous, architectes, à construire un projet autour d'un cahier des charges. Emmanuel, je te redonne la parole. Donc ce projet, ça fait maintenant 7 ans qu'il existe. Il a fallu 3 ans pour que le groupe des 8 foyers se constitue, s'agrège, se désagrège, se réagrège. Et au bout de 3 ans, on est arrivé à construire un pré-programme et un cahier des charges. Et chose particulière, et je pense qui vraiment fait l'identité de ce projet, c'est qu'on est, avant d'aller chercher un architecte et lui dire voilà, on aimerait faire ça, comment est-ce qu'on va le faire, on avait déjà une très bonne idée de ce qu'on voulait faire avant d'aller chercher l'architecte. On a fait une sorte de casting, on allait chercher des architectes qui savaient faire ce qu'on voulait déjà faire. C'est-à-dire, on voulait qu'ils travaillent évidemment avec du participatif, c'était une condition, il fallait qu'ils aient envie de ça, voire qu'ils aient déjà de l'expérience, qu'ils soient pas trop loin, parce qu'on savait que ça allait être très exigeant en termes de temps, qu'ils aient déjà travaillé avec la paille, parce qu'on savait qu'on allait isoler en paille, et sous un certain coût au mètre carré, et qui nous montre qu'ils avaient déjà fait des projets sur ce type de budget-là. Et donc, pour construire ce cahier des charges, où très vite on rentre dans de la technicité, on s'est fait accompagner par un leader dans les bureaux d'études fluides qui s'appelle Enertech, qui en fait s'occupe de grosses maîtrises d'ouvrage habituellement, plutôt des lycées. Et là, il nous a accompagnés presque, j'ai envie de dire, par gentillesse, parce que c'était des voisins, ils étaient dans un village pas très loin de chez nous, et c'était un projet dans leur bassin de vie, ils ont eu envie de l'accompagner. Et en gros, on a dit, nous on aimerait refaire ce que Enertech a fait pour ses bureaux. Donc eux, ce sont les premiers bureaux en France construits sans chauffage, qui sont entièrement chauffés par le bioclimatisme du bâtiment. Et par contre, nous, on va faire ça dans l'habitat. Voilà. Et ça, c'était le cahier des charges de départ, sans rentrer dans tous les détails. Et on va voir ensuite comment le travail avec l'architecte nous a fait, à un moment donné, basculer sur une variation et une inflexion dans ce point de départ. Mais c'était vraiment avec cette exigence très forte qui était que nous, on veut faire des bâtiments qui non seulement vont consommer extrêmement peu, mais qui aussi, de par leur conception avec des matériaux biosourcés, vont être un puits de carbone et non pas émetteur de carbone. Voilà. Donc on va essayer d'être un bâtiment à énergie positive, et on va essayer aussi que l'énergie grise soit minimisée au maximum sur ce projet-là. Alors surtout, encore une fois, les images que l'on vous montre donnent un peu le parcours, on va dire, subi sur ce projet, sur cette fabrique du projet. On insiste aussi sur ce terme de fabrique. C'est un chemin qu'on vous montre, et en tous les cas, voilà, ça c'est une image de ce que moi, en tant qu'archi, en tant qu'équipe, parce que j'étais pas tout seul, on a eu Jean-Marie Gimbert qui a été tellement important sur ce projet, parce qu'une espèce d'ingénieur environnement, thermicien qui vraiment est une clé importante dans ce projet. Mais enfin, en gros, moi j'ai reçu ça un jour, il y avait 28 pages comme ça, d'un programme absolument incroyable, avec des exigences qui sont très fortes, que moi-même j'ai jamais rencontrées de ma vie, quoi. En fait, bon, je suis pas non plus très vieux, mais enfin, voilà, c'est hallucinant. Réaliser un habitat à énergie positive, tout usage, thermiquement performant, faible consommateur d'énergie, faible émetteur de GES, réaliser un bâtiment équivalent au label E4. C2, c'était même C2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux, et il n'y a pas de logements qui ont été réalisés comme ça, quasiment pas. Profiter de la HOMOE Enertech pour définir au plus près les besoins énergétiques de chacun. Confort d'été sous climat 2050 et 2070, c'est-à-dire qu'il a fallu récupérer les données du GIEC pour faire des analyses STD 2020, 2050, 2070. Voilà, vous imaginez aussi le travail, et puis tout ça a un coût d'objectif à 1 200 € hors taxe le mètre carré. Donc j'ai été en fin de compte suffisamment en fait fou, quoi, pour dire oui, pour dire oui, avec ces deux objectifs majeurs de très haute exigence à un coût d'objectif bas. Donc on a du haut, du bas. Comment réussir cette équation qui me semblait impossible. Alors pourquoi on s'est engagé là-dedans ? J'ajoute un point là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il s'est engagé ? Pourquoi est-ce qu'il a été assez fou ? Tout à l'heure, quelqu'un a dit, voilà, c'est parce que l'utopie, c'est parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. Je pense que, tout à l'heure, tu as parlé de valeur, je pense qu'il y a quand même quelque part, mais on ne le savait pas encore qu'on le partageait, on l'a découvert plus tard, une
une compréhension de l'instant historique dans lequel on se trouve qui était commune. Je pense que ça c'est absolument fondamental. Je n'en ai pas parlé sur pourquoi est-ce qu'on allait chercher Enertech pour faire ce cahier des charges très technique. En amont de ça, il y a une compréhension de l'instant dans lequel on est. Ce qui était très intéressant avec le Buisson, je me suis totalement reconnu dans leur expérience. C'était très intéressant, voilà, 40 ans plus tard. Ce qui a changé, c'était qu'ils étaient encore quand même dans le sillage des 30 Glorieuses. Il y avait encore cet espoir, voilà, post-68 art, il y avait encore le futur était ouvert, l'horizon n'était pas bouché comme il est aujourd'hui. Et là où je dis que je parle en mon nom, c'est que je travaille sur des questions du coup climatiques dans mon travail de réalisation. Et on est vraiment arrivé sur ce projet, les premiers foyers, avec l'idée de dire comment on fait pour répondre à cette sorte d'injonction contradictoire qui est qu'on sait que le monde de demain ne va pas ressembler à celui d'aujourd'hui, et pourtant on construit aujourd'hui, mais pour des bâtiments qui vont se projeter dans le futur. Et comment est-ce qu'on fait pour réconcilier ça? Mais on assume très clairement qu'on est dans un futur qui est discontinu. C'est-à-dire il y a des disruptions profondes. Vous avez entendu le mot d'effondrement, moi je parle d'effritement. On va aller sur des choses très difficiles, et il va falloir qu'on construise dans cette perspective-là. Alors qu'on est dans un monde qui est encore très continu, où il y a encore des banques qui font des prêts avec des normes qui disent qu'il faut avoir accès à de l'eau chaude tous les jours, d'électricité. On est encore dans l'héritage de normes qui sont totalement anachroniques par rapport à ce qu'il faudrait faire et qui pourtant sont les règles du jeu d'aujourd'hui. Et je pense que c'est cette intuition partagée qui a fait qu'on s'est retrouvé sur un pari aussi fou. Oui. Je peux dire que tu m'as... Enfin, moi je voudrais... c'est mon expérience bien sûr, mais en fait moi j'ai eu peur. Voilà, j'ai eu en fait très peur. Il y a une vraie frayeur qui s'est emparée de moi lorsque ce projet est arrivé. Mais j'avais tellement envie de sortir de ma zone de confort et puis de ma position d'architecte un petit peu au sommet, hein, comme souvent. Enfin, on parle de top-down, un peu voilà, la pyramide, le commandeur, le technicien. Bon, j'avais très envie de vivre une expérience et puis je sentais qu'avec Emmanuel, voilà, il pouvait m'aspirer dans sa spirale. Et donc au commencement, comment faire pour résoudre cette équation? Ben, en fait, il y a eu comme ça rapidement, je les ai mis là, 5 intuitions qui sont apparues. La première, c'était en fait d'arrêter de concevoir, quoi, arrêter de travailler trop vite, lâcher le crayon surtout. À la limite, il vaut mieux finalement, parler et arrêter de dessiner, donc ne pas dessiner trop vite, prendre le plus de temps possible. Et là, quelque part, on voit que ça nous engage un peu, comme disait Patrick Bouchin, sur l'expérience du temps long, quoi, à l'inverse de l'événement, parce que c'est vrai que dans nos projets, on est tellement sur la fabrique d'un temps événementiel très court, très réduit. Là, on avait la chance de rentrer dans un temps long, et donc se préparer comme pour une expédition, finalement. Je sentais bien que j'allais rentrer dans un voyage qui nous a pris 2 ans, quoi, et que pour se préparer, il faut faire son bagage. Et dans ce bagage, comme on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, on ouvre tous les possibles. Et le moyen, en fait, pour nous de répondre à cette ambition, ça a été de se constituer des outils qui sont tout simplement des ateliers, en fait. Et vous allez voir que ces ateliers prennent des figures assez différentes, pédagogiques, informatives, pratiques, expérimentales, pour fabriquer une culture du projet. C'est apparu aussi ce matin, le besoin de fabriquer ensemble une culture de projet. Et je n'ai même pas une culture architecturale, c'est vraiment une culture du projet. La fabrique du projet, comment on va fabriquer ensemble ce projet et comment moi, archi, je vais essayer de descendre de mon piédestal. Je n'ai pas l'impression d'être sur un piédestal non plus, mais en fait, pour moi, la grosse question, ça a été de partager le pouvoir, quoi. Alors, on va le dire comme ça. Et d'une certaine manière, de partager la responsabilité. Parce qu'au regard des enjeux, je ne sais pas si j'avais envie d'être tout seul à partager cette responsabilité. Donc il fallait aussi que tout le monde soit engagé. Et la première hypothèse que je me suis posée, ça a été en fait que l'habitant, il possède lui aussi une expertise de son logement, une expertise de sa vie. Et que l'objectif de notre démarche, en fait, c'est comme ça qu'on se l'est posé, de notre démarche de maître d'œuvre, a été de trouver le moyen de mettre
le groupe en face de choix en pleine conscience. De quelle manière, par des ateliers, on pouvait, comme une forme d'inventaire des possibles, faire en sorte que ce soit non pas l'archi qui choisisse, mais que ce soit le groupe qui choisisse pour lui-même en pleine conscience ou en toute conscience. Donc ça, ça veut dire qu'on rentre dans une démarche qui est en fait assez multicritère. C'est que finalement, on va dire que là, l'architecture, c'est finalement plus un produit, mais c'est une somme. Hein. Il suffit qu'il y ait un zéro dans l'addition pour que, à la fin, dans la formule, pour qu'à la fin, il y ait zéro. Et en fait, ça nous obligeait à être un peu bon partout, quoi. Donc, pour résoudre cette première équation, cette équation impossible, on a décidé de créer des ateliers. Vous en avez 16. Alors, il faut savoir que sur mon contrat, il était inscrit 3 ateliers, on en a fait 16. Et c'est étonnant parce qu'au final, ces ateliers se sont faits, du moins dans la première partie, de manière assez chronologique. Parce qu'on s'est dit que pour résoudre cette équation impossible de l'exigence énergétique, écologique, au coût, il fallait qu'on soit compact et il fallait qu'on recherche la typologie constructive autour de la paille assez rapidement. C'est que finalement, on décide en amont avec quoi on va construire pour maintenir les coûts et pouvoir se lancer dans des vraies simulations thermiques dynamiques. Donc, 16 ateliers, évidemment, l'objectif, c'est pas de vous les présenter, mais c'est de vous montrer en fait cette somme et ce voyage parcouru, ce parcours autour de la fabrique du projet que nous avons parcouru ensemble. Alors, le premier atelier, qui est l'atelier compacité. Alors, cet atelier compacité, c'est quoi? C'est un atelier qui est purement, on va dire, informatif, qui était là pour sensibiliser le groupe, à savoir c'est quoi la compacité, c'est quoi l'incompacité, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. Donc là, nous avions 2 éléments qui montraient la compacité et l'incompacité, que finalement on peut être compact et ça peut être bien. Hein. C'est encore une fois un terme qui fait souvent peur. On voit par des exemples que si la compacité permet aussi de limiter les perditions, d'avoir des coûts réduits, mais aussi la compacité, il y a des choses qui sont très intéressantes, qui sont, on a fait des genres de classements entre la compacité assumée, décompactée, dématérialisée, partagée, tout cela pour sensibiliser les habitants à quelque chose qui était incontournable pour notre projet, parce que sinon on n'arriverait pas à faire un bâtiment passif d'abord, et pour être positif ensuite, hein, puisque c'était ça l'objectif. Donc voilà, on a joué autour de cet atelier compacité. Deuxième atelier, l'atelier paille. Alors l'atelier paille, la paille, hein, c'est un matériau magique puisque c'est un déchet. Je crois qu'il y a 50 millions de tonnes de paille et 5% suffirait à isoler 300 000 logements. Et là, c'est pareil. On s'est retrouvés, nous, équipe de maîtrise d'œuvre, à se dire, on construit en paille, très bien, mais avec quelle typologie. Donc c'est là où c'est finalement un atelier presque de recherche, en fait. C'est là où c'est intéressant aussi, parce que finalement, ça nous pousse, nous, maîtrise d'œuvre, à rentrer dans l'innovation, la recherche et le développement. Et on s'est lancé dans une recherche qui a duré 1 mois et demi sur une approche typologique de la construction paille. Et on a dénombré 13 typologies, puisque l'objectif, hein, c'était de choisir une typologie. Hein. C'est qu'on définissait à l'origine comment on construisait, donc on a fait des recherches. Alors certains projets sont des projets de l'agence aussi, notamment celui qui est là-haut, Ecoravi à Diolfi, on avait fait cette expérience du caisson paille. Bon, une fois qu'on a fait ces 13 typologies différentes, vous imaginez le temps de recherche aussi, et on a fait un comparatif de certaines typologies pour en retenir une seule. Donc vous voyez l'approche en fait multicritère, de faire un inventaire, de permettre au groupe de choisir en connaissance. Et donc il est apparu que ce système de construction ossature bois paille était le plus économique et aussi permettant de bénéficier
des qualités de la paille. Parce que quand on enferme la paille dans un caisson, on perd les qualités intrinsèques de la paille. Et puis, après ces deux ateliers fondamentaux, compacité, donc une approche très de sensibilisation, et puis le deuxième atelier typologie paille de recherche pour définir une solution, nous sommes lancés dans un atelier dit bioclimatique, qui était un atelier la plus expérimental, où chacun s'est amusé à jouer avec des petits cubes fabriqués par l'atelier. Comme vous le voyez ici, c'était drôle parce que ça, c'était aussi les premières sensations du groupe, de dire finalement chacun veut sa maison individuelle. Non, il va falloir, comme on l'avait vu, de travailler à la compacité. Bon, je passe, voilà, c'est pour montrer encore une fois tout ce travail itératif, on peut vraiment le dire comme ça, parce qu'on voit comment ces ateliers se sont succédés par des principes vraiment finalement de consentement, c'est-à-dire on fait des propositions, ces propositions sont ensuite analysées pas à l'instant T parce que c'est impossible, il y a une telle donnée qui est produite que le groupe avait besoin en dehors de tout cela d'analyser lui-même, et puis on faisait nous ensuite des contre-propositions suite aux propositions pour arriver à une solution, quoi. À une solution choisie, qui a été celle-ci. Voilà, vous retrouvez le terrain. Donc, nous avons 2 bâtiments compacts. Ces 2 bâtiments contiennent 4 logements chacun, ce qui fait 8. Pour celui qui est le plus petit, il y a 9 logements, puisqu'il y a donc ces chambres d'amis, avec une hall commun à l'entrée que vous voyez, la yourte qui est complètement à l'est, et là on est orienté donc plein sud concernant les façades, avec une orientation qui ne dépasse pas de 30 degrés par rapport à l'axe, parce qu'après on a des apports minimisés l'hiver, donc tout ça a été très calculé dans un équilibre aussi des blés en blé, parce que ça nous a semblé important de ne pas avoir à rapporter de la terre ou à en dégager, et on arrive à un équilibre des blés en blé de 0, qui est nul. Donc on n'a aucun apport et aucun export de terre. Voilà, donc on a ces 2 logements, ces 2 bâtiments exposés, compacts, bioclimatiques, avec une enveloppe paille. Je vais les faire défiler, ces images qui montrent par rapport à ces ateliers où on fait des maquettes avec les habitants. Ensuite, l'archi hiérarchise, on va dire aussi un peu, il arbitre sur certains éléments, les cheminements, les lisiers, les façades en bois, les dispositifs de protection au sud, l'enveloppe, pour arriver à un dispositif là aussi retenu par le groupe, qui est celui qui se présente de cette manière-là, avec des sas au nord de protection, une façade bioclimatique au sud, des débords de casquettes calculés pour qu'en effet tout ça soit le plus performant possible. Et on va y arriver à un moment donné dans le projet, parce que bien sûr on a à chaque fois des calculs et un suivi de simulation thermique dynamique, parce que ça, faut aussi le dire, c'est-à-dire qu'en plus de tout cela, au regard des performances, tout ce qui est dessiné passe par une analyse thermique. Notre ami Jean-Marie Gimbert, qui rentre toutes les données dans son ordinateur pour arriver à sortir des chiffres. Et il est apparu une dimension qui est innovante, parce que finalement assez peu utilisée, qui est ce qu'on appelle l'isolation extensive, et qui montre que l'idée, c'est d'arriver à garder la terre sèche, qui a une température constante, et d'essayer d'élargir ce bulbe de fraîcheur ou ce bulbe de tiédeur, ça dépend si on est l'été ou hiver, pour que l'intérieur de l'espace soit en contact justement avec cette inertie et cette capacité qu'a la Terre de créer de la fraîcheur l'été, mais aussi une forme de tiédeur l'hiver. Donc on a décidé de ne pas isoler sous la dalle, ce qui n'est pas forcément évident, parce que quand on veut construire passif, on a le réflexe d'isoler sous la dalle. Là, c'est pas ce qu'on a fait, et on a créé des trottoirs isolants
Voilà, là, nous avons une coupe sur le projet, donc le projet est en contact avec le sol et nous avons des trottoirs isolants. Alors c'est quelque chose de très, ça a l'air de rien, mais c'est très très technique. C'est pour ça qu'on va passer, parce que quand on fait un trottoir, on ne veut pas de béton, évidemment, on cherche à minimiser le béton. Donc on a des trottoirs qui sont réalisés en EPDM, caoutchouc synthétique, du sable, et tout ça, c'est un trottoir qui doit être donc étanche à l'eau, mais respirant ou perspirant pour que la vapeur d'eau, l'humidité dans le sol puisse sortir. Donc c'est des laits avec du sable, enfin je ne vous raconte pas. Alors, tout ça, c'est des éléments qui ont été dessinés par notre équipe pour arriver à répondre aux enjeux. Et là, nous avons en plan, vous voyez que ce qui est encadré en rouge, c'est les trottoirs isolants périphériques, puisqu'il s'agit, on a 3 mètres autour du bâtiment, 3 mètres de trottoirs étanches, qui permet d'augmenter, encore une fois, l'inertie du bâtiment, et vous allez voir pourquoi. Est arrivé aussi un atelier façade, j'en passe certains. Ouais. Le moment de l'atelier inertie du sol, je pense que pour parler du coup de participatif, c'est un moment très important parce que ça a remis en question le cahier des charges de départ. En fait, le cahier des charges, il était issu donc de la norme Passive House, qui est une norme allemande dans des climats plutôt froids. On sait que nous on est donc aux portes du sud, Valence, et que ce sud, on sait que dans quelques années on va être sur un climat, le Var va prendre le climat du Maghreb. Nous on est en train de prendre le climat du Var, et en fait on va très très vite être dans un climat qui n'aura rien à voir avec l'espace géographique dans lequel cette norme a été définie. Et donc on s'est dit en fait non, il ne faut pas qu'on soit passif, parce que maintenant on est très bon, on sait que architecturalement on sait faire de la performance énergétique l'hiver, on sait maintenant peu consommer grâce à des techniques d'isolation de plus en plus performantes. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour faire du refroidissement l'été? Voilà, on peut toujours mettre un pull de plus. Une fois qu'on est à poil l'été, voilà, on allume la clim, quoi. Et donc comment on fait pour pas allumer la clim? Et c'est là où l'inertie prend tout son sens. Et donc d'où la conception paille, parce qu'on voulait de l'inertie avec de la terre dans les intérieurs. Et quand on a fait la simulation thermique dynamique, alors là je mets un petit peu quand même je modère, il y a eu 2 simulations thermiques dynamiques, il y a eu 2 versions, et la première nous a montré que, en effet, on n'arriverait pas à atteindre nos objectifs. Alors qu'aujourd'hui on les atteint, mais si on met non pas le climat de Saillant d'aujourd'hui, mais celui dans 30 ans en 2050 ou dans 50 ans en 2170, on n'atteint plus nos objectifs de confort d'été, qui étaient nommément pas plus de 28 degrés un certain nombre de jours, je crois que c'était quelques jours, et pas plus de 30 un certain nombre d'heures. Voilà. Donc si on dépassait ces objectifs, on n'était plus dans les clous, et on se rendait compte qu'en fait on sort assez rapidement des clous avec les changements climatiques. Et donc pour que ces bâtiments soient résilients au réchauffement, on a dit ok, l'inertie par excellence c'est celle des sols, on s'ancre dans les sols. Sauf que, évidemment, ça a des répercussions importantes. L'hiver, on sent ce froid qui arrive par en bas. Et comment est-ce qu'on fait pour contrôler cette prise de risque au maximum? Et c'est là où les trottoirs étanches sont arrivés. Et je pense qu'on n'aurait pas fait ce pas, que le groupe n'aurait pas fait confiance à Martin et son équipe s'il n'y avait pas eu déjà cet engagement énorme de l'équipe où on sentait qu'ils prenaient le risque avec nous, quoi, qu'on n'était pas les seuls à y aller, quoi. Et je pense que voilà, ce qui a permis l'innovation, ça a été ce lien de confiance et cet engagement des architectes à ce moment-là, c'était une inflexion dans le projet. Tu nous fais basculer dans cet atelier qui touche finalement l'énergie, hein, parce que vous avez vu, c'est compartimenté en trois thématiques, le bâti, l'énergie et l'eau. Concernant l'énergie, l'atelier donc confort hivernal et estival que tu viens de souligner, en fait, évidemment on ne va pas rentrer là-dedans, on est d'accord, mais ce graphique nous a été, en fait, a été le basculement du projet. Très simplement, en rouge, c'est un bâtiment passif, basse ventilation, BV, bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais là on est à 13 kWh d'énergie primaire par mètre carré CHAB par an. Voilà, ça c'est avec la climatologie 2020. Et quand on regarde ce qui est entouré là en vert, eh bien nous sommes en 2020 à 25,7 kWh par mètre carré par an, mais en 2050 on est à 12,9. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'en 2050 on est passif si on prend ce critère.
Alors bien entendu, vous allez me dire, bah ouais, mais le passif qui est à 13 en 2050, il sera à 4, peut-être. Mais c'était sans compter le problème du confort d'été. Et ça nous a vraiment fait basculer ce projet. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le programme et toute cette démarche itérative du projet avec tous ces ateliers, ça n'a jamais été finalement quelque chose de figé et qui s'est transformé. C'est qu'en fait, on a appris en marchant d'une certaine manière avec tous ces ateliers pour arriver en fait à cette décision collégiale de dire qu'est-ce qu'on fait en face de ça. On y va et on va dans ce qu'on a appelé, ce qu'on a nommé LTR pour low-tech résilient avec notre bâtiment paille, donc qui n'est qu'à une simple flux, il n'y a pas de double flux. Il y a une étanchéité à l'air qui est moyenne, qui ne correspond pas du tout aux enjeux du passif, qui est en contact avec le sol, qui a une grosse inertie embarquée pour arriver donc à des prévisions à 13 kWh en 2050. 2050, c'est demain. 5 minutes. Et que pour répondre à cela, il a fallu aussi trouver des solutions énergétiques. Mais ça, c'est intéressant, parce que là, c'est encore une fois la manière de montrer qu'on a cherché vraiment une approche multicritère pour offrir les moyens du choix au groupe. Donc on est passé par des tableaux avec des gains, des smileys plus-moins. Et puis on a mis en place en fait ce qu'on appelait des critères de résilience, parce que ça nous a finalement semblé intéressant, puisqu'on parle de 2050 et 2070. Et dans les critères de résilience, je vais juste vous les nommer rapidement. Il y a le risque d'inflation très forte sur l'énergie, le risque sur la disponibilité de l'énergie, la simplicité de l'installation, qui nous a semblé important, la facilité d'usage, la durée de vie propre courante, donc du matériel embarqué, la réparabilité par les acteurs sociaux, c'est-à-dire les entreprises locales, la disponibilité des pièces, l'adaptabilité matérielle dans le temps, bah oui, c'est important, et le fonctionnement, ce qu'on a appelé le fonctionnement dégradé, c'est le maintien de la fonction malgré une dégradation initiale. Bon, on ne va pas rentrer, mais enfin voilà, différents critères qui, au final, nous a permis de faire un choix, tout simplement. Et ce choix, ça a été celui-ci. Alors c'est vrai que par low-tech résilient, on pourrait se dire, mais ça reste quand même de l'usine embarquée, quoi, un peu, mais c'est pas du gaz, c'est du bois. Et là aussi, on a une chaudière bois commune, un radiateur pas logement, parce qu'il n'y en a pas besoin de plus, et du panneau solaire thermique pour chauffer l'eau avec un appoint à bois. Et on voit que tout est quand même centralisé. On a pensé aussi à limiter les déperditions. Voilà. Et puis, très rapidement, ces derniers ateliers aussi, récupération des eaux pluviales, c'est évident, ça semblait évident. Puis au regard du projet, c'était finalement assez simple, sous cette petite place centrale, d'y mettre une récupération des cuves enterrées, 88 m3 quand même, voilà, qui vont permettre d'alimenter d'alimenter ça, c'est-à-dire tout ce projet de jardin potager et d'espace vivrier avec arbres fruitiers qui est imaginé par le groupe, parce que ça c'est finalement aussi intéressant à montrer, c'est qu'au fil de ces 16 ateliers itératifs, à un moment donné, je ne sais pas si on va dire, finalement, si je reviens en arrière, sur les derniers ateliers qui sont chronologiques, là, mais le groupe a pris en main ces ateliers lui-même sans que j'y participe. Donc je trouve que c'est intéressant, quoi. Merci beaucoup Martin. Alors peut-être souligner aussi à travers nos discussions le format de ces ateliers, où finalement il y a à peu près 3 formats d'ateliers qui ressortent. Les premiers ateliers étaient vraiment en collaboration sur maquette, finalement on conçoit ensemble et donc avec la casquette des habitants aussi concepteurs et qui retravaillent sur la maquette. Et puis les ateliers suivants, plutôt un format où vous faisiez des propositions, votre équipe, le groupe s'en saisissait, prenait le temps de travailler dessus, discuter notamment via un consentement partagé, et puis revenait vers vous finalement avec le choix. Et puis un troisième format que tu évoquais où les habitants ont travaillé entre eux finalement sans toi. Voilà, donc c'est intéressant de voir aussi que cette forme de participation en conception, justement, elle peut avoir plusieurs formes et se passer de différentes manières. Alors sur un troisième point, finalement, là je vais passer la parole à Emmanuel, c'est de revenir sur cette expérience et ce choix de faire le chantier en autoconstruction. Merci.
Alors, donc ce projet, il mettait un peu deux choses au centre. Il mettait le rapport à l'énergie et le rapport à l'alimentation. Et donc là, les dernières choses qu'on a vues, c'était le projet Permacole, enfin la Vivrier. Et donc le week-end dernier, c'était un très beau moment. Ça fait ces moments qu'il faut vraiment célébrer parce que c'est beaucoup d'énergie aussi à déployer pour faire des projets comme ça. On avait plein d'amis, de voisins qui sont venus et on a planté une centaine d'arbres sur 2 jours. Donc beaucoup des arbres que vous avez vus là sur la diapo juste avant sont maintenant plantés en terre. Voilà. Donc finalement, si on revient à la question du coût de tout à l'heure, alors on n'a pas tenu ce coût. Ça, c'était le coût objectif quand on a démarré avec Martin. Celui auquel on est arrivé au moment de l'APD, Pro DCE. On est très fiers, en tant que maîtrise d'ouvrage non professionnelle, qui faisait sa première autopromotion, d'avoir tenu ses coûts alors qu'on est passé à travers tous les problèmes liés à la Covid, etc. Mais ces coûts étaient déjà plus élevés que... Alors, je ne pourrais pas vous le donner malheureusement parce qu'on n'a pas encore fait l'analyse complète, je ne pourrais pas vous donner le coût, mais je pense qu'on est assez proche de nos collègues qui ont fait des habitats dans la région, sans doute autour de 1700, 1800, je pense, sans doute. Donc, pour tenir ce budget et ces ambitions, il fallait réussir à faire des économies là où on pouvait les faire, c'est-à-dire là où on avait une forme d'autonomie par rapport à notre approvisionnement, et c'était tous les matériaux biosourcés. Donc, d'où le choix central de la paille d'abord, qui est un déchet agricole, mais qui n'est pas un matériau de construction, et qu'il faut transformer en matériaux de construction. Et c'était tout le travail de préparation des façades avant de poser des enduits terre. Donc finalement, on n'a pas parlé de la typologie paille qu'on a retenue, mais finalement, on est parti sur un sandwich en apparence assez simple, qui est terre intérieure, paille avec une ossature bois, terre extérieure avec un petit peu de chaux pour la durabilité. Et du coup, pour mettre en œuvre du sable et de l'argile, qui sont des matériaux qui sont relativement accessibles d'un point de vue économique, le verrou, c'est la main-d'œuvre. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ça coûte très cher de mettre en œuvre ces matériaux qui, eux, en eux-mêmes, sont très peu chers. Et pour faire sauter ce verrou, il fallait du coup faire ça en autoconstruction. Sauf qu'un projet de cette taille-là, avec 2 côtés enduits, c'est, si je ne me trompe pas, 1600 ou 1700 mètres carrés à enduire. C'est faramineux pour des gens qui n'ont jamais fait ça, qui n'ont jamais pris une taloche dans leurs mains. Et donc on a fait appel à un chantier participatif. Donc il y a des sites qui existent maintenant. Il y a Twiza qui nous a permis de trouver des gens de toute la France qui sont venus. Et ça a été une logistique énorme d'organiser pendant 5 semaines consécutives la venue de presque 100 personnes, je crois 90 bénévoles qui sont venus pour nous aider, dont Martin. Voilà, donc quand les architectes se mettent à mettre la main à la pâte, moi je pense que symboliquement c'était vraiment très chouette que notre thermicien et notre architecte fassent aussi un peu du chantier oui, il a l'air d'être vraiment dans un effort surhumain. Voilà, là on voit un des pignons pendant le chantier. Ça a été un moment très beau, très fort pour ceux qui étaient là. Et ça posait pour faire sauter ce verrou, ça a été, je pense, une grande complexité parce qu'on avait d'un côté le monde des ingénieurs de notre AMO Énergie qui disait vous avez des objectifs d'étanchéité à atteindre et vous êtes en train de mettre en œuvre une technique qui ne s'y prête pas du tout parce que vous allez avoir des problèmes partout, à toutes les jonctions. Quand on fait un caisson paille, on traite l'étanchéité de manière très simple avec des panneaux OSB. Là, ici, c'est vous qui allez faire l'étanchéité avec des enduits qui doivent être bien mis en œuvre. Donc on avait d'un côté une contrainte, une exigence technique très forte et de l'autre côté des autoconstructeurs. Et des autoconstructeurs qui essayaient d'apprendre des erreurs ou des réussites d'autres et qui appelaient et les gens disaient non mais nous on n'est pas dans les performances, on n'est pas dans le quantitatif, nous l'autoconstruction c'est un rapport intuitif, etc. C'est pas du tout les mêmes cultures entre l'autoconstructeur autodidacte et l'ingénieur qui veut de la visibilité, qui doit aussi rendre des comptes, qui doit avoir un certain niveau de performance à atteindre. Et donc nous on a essayé, je pense l'intérêt de ce projet ça a été d'essayer de faire un pas, que ces deux mondes fassent un pas l'un vers l'autre et qu'on arrive à une assez forte visibilité et finalement une très haute performance énergétique étant donné la technique. On arrive à des très bons scores sur le test intermédiaire d'étanchéité à l'air, malgré la mise en œuvre de techniques, on va dire,
plutôt vernaculaire, mise en œuvre par des non-professionnels. Voilà. Et donc pour ça, on s'est fait encadrer par une entreprise que je remercie là publiquement, Caliclay, qui avait cette expertise d'accompagnement que peu d'entreprises avaient, et grâce à qui, mais c'était leur plus gros chantier, et même eux se sont fait un peu dépasser par l'énormité de la chose. Voilà. Donc là, c'était juste, je pense, après qu'on ait fini de préparer les supports d'enduit, qui demandait, c'était en soi tout un chantier de 3 semaines pour préparer le chantier participatif qui a démarré ensuite sur 5 semaines. Donc c'était 8 semaines très intenses l'été dernier, pas celui-ci, celui d'avant. Et donc là, je voulais faire une sorte de petit bilan comptable de tout ça. Pas comptable en argent, mais comptable en temps. Puisque quand on fait de l'autoconstruction, souvent c'est pour compenser un manque en budget. Et donc finalement, là vraiment, on a sur une équation où en fait, on remplace de l'argent par du temps. Ok, très bien, mais quel a été ce temps? Donc, j'ai fait ça ce matin, je me suis un petit peu amusé, et donc Martin va découvrir aussi. 7 ans de l'idée au premier emménagement, qui a eu lieu il y a 3 semaines, la première famille a emménagé il y a 3 semaines. 3 ans de réunion pour rassembler les futurs habitants. Donc ces 7 ans se décomposent en 3 ans de pré-programme, 2 ans de conception avec Martin, 2 ans d'autopromotion, de construction par les entreprises et d'autoconstruction encadrée, comme le chantier enduit, et ensuite d'autofinition, là, qui sont en cours. Les heures collectives depuis la phase de conception uniquement. Donc je ne vous parle pas des 3 ans, mais vraiment à partir du moment où on est vraiment rentré ensemble dans le travail itératif que vous a décrit tout à l'heure Martin. 78 réunions plénières, qui sont des réunions d'1 ou de 2 journées pendant les week-ends, qui totalisent 984 heures, donc presque 1000 heures de réunion. Ces réunions ont été préparées par 4 commissions, pour un nombre d'heures au moins équivalente aux heures de réunion. Il y avait la préparation en amont. Je vous parlerai des commissions juste en dessous. Et on a eu ensuite des réunions qu'on appelait maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, hebdomadaires, d'1 heure pendant les 16 mois du chantier, soit environ 50 heures de réunions, qui sont vraiment avec l'ensemble des habitants pour trancher sur des sujets urgents où on ne pouvait pas attendre les plénières, il y avait besoin de réponses rapides pour les entreprises, et donc ça c'était des réunions de prise de décision. Donc soit un total d'à peu près 1000 heures de réunions collectives. Ensuite, les heures individuelles. Donc on avait 4 commissions et l'investissement a été très très variable selon les disponibilités des uns et des autres. Nous avions une commission JUFI, juridique et financière, une commission FDG, fonctionnement du groupe, organiser les réunions, organiser les rencontres, gérer les tensions, créer de la modération, des temps aussi où on parle d'autre chose que du projet pour que les gens ne se sentent pas complètement sous l'eau. Une commission CMO, chantier et maîtrise d'œuvre, dont je faisais partie. C'était vraiment la relation avec d'abord la maîtrise d'œuvre, puis ensuite avec les entreprises. Et une 4e commission, PDV, projet de vie. Donc projet de vie collectif. Après, une fois qu'on aura construit ça, qu'est-ce qu'on va faire là? Est-ce qu'on aura encore des choses à faire ensemble ou est-ce qu'on va juste se détester parce qu'on aura mis toute notre énergie dans le projet, on n'en pourra plus. Voilà. Donc la commission ensuite CMO, elle a évolué vers la coordination de la maîtrise d'ouvrage. Donc moi j'étais coordinateur avec 2 autres foyers. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce que disait la première personne qui a présenté sur j'étais l'architraître, parce que je trahissais forcément dans un sens ou dans l'autre les volontés. Et donc nous, pour minimiser ce risque-là, on a eu 3 représentants, donc 3 foyers différents qui pouvaient apporter une parole peut-être plus nuancée pour ramener la parole du groupe aux architectes ou pour faire redescendre les discussions avec l'architecte à l'ensemble du groupe. Voilà, je dis bien redescendre, donc on n'est pas dans une horizontalité parfaite, mais en tout cas on essaie de tendre vers ça. Ces réunions de coordination, c'était des réunions hebdomadaires pour faire réunion de chantier, mais aussi la fin du travail de conception qui n'était pas fini, étant donné, par exemple, les trottoirs étanches dont on vous a parlé tout à l'heure, mais d'autres, on n'a pas parlé du travail sur la simple flux, qui est en fait une simple flux modulée, où en fait on est en train de jouer un peu avec la réglementation pour réussir à aller pousser un peu plus loin ces questions-là, et du coup ça demandait aussi aux entreprises de se gratter la tête. Donc tout ça, ça faisait des grosses réunions de chantier d'environ 4h30 une fois par semaine, pendant 13 mois, soit 250 heures. Donc combien d'heures au total? Donc on a besoin de mesurer le temps à partir du moment où on dit qu'on va économiser sur le budget en construisant.
Ça veut dire que, parce que si moi je construis, mais que toi tu construis pas, ça veut dire qu'en fait moi je t'ai fait faire l'économie. Et je pense que dans ce genre de projet, il y a un tel investissement de chacun qu'on est, dans la mesure où on sent qu'il y a une forme d'équivalence, on est prêt, on ne va pas forcément rentrer dans un rapport comptable à ces choses-là, mais on vous laisse prémunir là-dessus, et on a dit, on compte les heures. Et en fait, trop de personnes dans le groupe se sont soit opposées à ça, soit n'ont pas joué le jeu. Et donc finalement, on a laissé tomber le comptage des heures. Donc on n'est pas resté on n'est pas rentré dans un rapport comptable. Moi, je l'ai fait quand même pour pouvoir avoir un retour sur ce genre de projet, pour pouvoir dire ensuite, voilà, si vous lancez là-dedans, c'est ça que ça veut dire. Donc, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a un principe d'équivalence des heures. C'est-à-dire, si on fait un chantier participatif et qu'il y a quelqu'un qui fait la cuisine, quelqu'un qui tient un marteau et quelqu'un qui garde les enfants, une heure est une heure. Donc, les heures dont je vous parle sont tous ces types d'heures qui ont rendu le projet possible. Donc, ce décompte, les quelques petites précautions, ne démarre qu'à partir du moment de l'ouverture du chantier. Donc, c'est les 2 dernières années sur les 7 années du projet. Il n'inclut pas non plus les heures passées avec le groupe dans les réunions plénières, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces heures ne comptent pas les heures individuelles, passées sur les finitions sur lesquelles on est impliqué en ce moment. Et il faut savoir que le chantier n'est pas encore fini, et donc on aura encore au moins 2 mois de coordination devant nous. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'arrive à un total sur 2 ans de 1800 heures de travail bénévole. La moyenne, je pense, pour les très adultes, doit être plutôt autour de 800. Voilà, il y a des gens qui sont comme moi, sur des très gros chiffres, d'autres qui sont très peu impliqués. Je pense que la moyenne, elle est autour de 800. Donc pour très adultes, ça fait à peu près 10 000 heures. Et si on rajoute tout à l'heure les 1000 heures de réunion, ça fait à peu près 11 000 heures de travail, ce qui représente un travail à temps plein continu pendant 6 ans. Voilà, donc ça, c'est la valeur. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de 20% du projet, la valeur du travail bénévole qui a été apporté dans le projet. Et j'en parle aujourd'hui parce que, malgré toutes les réussites du projet, c'est, je dirais, un point de tension récurrent qui revient sur les différences de capacité d'engagement. Et à la fin, ou peut-être que ce sera ma conclusion maintenant, je vais la faire maintenant, puisqu'après il y en aura d'autres. Contrairement à ce que certaines personnes défendent ici, et on pourra en discuter parce qu'on aura un petit temps d'échange après, je n'encourage pas les gens qui veulent se lancer dans ce genre de projet, à se lancer dans ce genre de projet. Je pense que l'habitat participatif est un processus profondément élitiste, et je pense que il l'est pas parce que c'est bien ou c'est mal l'élite, c'est pas ça, c'est qu'en fait ça demande de rassembler des choses qui, par essence, n'appartiennent qu'à un très petit nombre de personnes. On a soit du temps, soit de l'argent quand on est dans la population active, soit on a du temps parce qu'on n'a pas de boulot et du coup on peut mettre la main à la pâte, soit on a de l'argent parce qu'on est occupé à le gagner, on n'a pas de temps, et d'avoir les deux est un luxe énorme. Et en fait, ce qu'on demande aux gens, et on n'est pas rentré dans le détail de la diversité qu'on cherchait, on avait plein de retraités qui voulaient, on avait une liste d'attente de retraités, on leur disait non, parce qu'en fait, on veut avoir des familles. Là, aujourd'hui, on a 4 familles, 2 couples de retraités et 2 personnes seules, donc une assez belle mixité, en termes, en tout cas, d'âge. Mais on a eu du mal à avoir les familles. Pourquoi ? Parce que les familles, elles sont occupées soit à bosser, soit elles n'ont pas de boulot, mais du coup, elles n'ont pas l'argent. Et ensuite, quand on est dans le projet, ces 11 000 heures, c'est des 11 000 heures de travail assez compétent, en fait, donc sur le juridique, sur le financier, sur tout ça. Et donc ça demande de rassembler une diversité de compétences. On en a parlé dans les 2 premiers projets aujourd'hui. À chaque fois, bah, tiens, il y avait telle personne à Polytechnique, telle personne ici, telle personne là. Et donc, par essence, ce sont des projets qui sont rares. J'ai entendu le chiffre de 1 sur 11, entre l'idée et sortir de terre, se fait. Et donc moi, je reprends vraiment à 100% ce que j'ai entendu dans la 2e présentation qui dit il faut qu'on arrive à changer les normes de l'habitat social. Je pense que ce genre de projet, il est là pour dire que c'est possible, pour défricher, pour qu'ensuite ça puisse être repris à beaucoup plus grande échelle, sur pas seulement du semi-collectif comme on a fait, mais sur du grand collectif, en disant oui, on peut faire des chantiers participatifs avec de la paille, avec des enduitières, etc. C'est des métiers qu'il faut réhabiliter. Faire un chantier participatif en tant que bénévole, c'est une manière de mettre aussi un premier pied à l'étrier. Donc vraiment, aujourd'hui, je dirais que quand on parle de la montée en compétences et qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a appris dans ce temps de travail avec les architectes, bah, c'est de dire maintenant à ceux qui ont vraiment un impact à grande échelle, à ces bailleurs sociaux, et vous maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour faire entrer ces impératifs dans vos modes constructifs. Voilà.
Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors c'est juste que ce que je vois l'heure qui tourne, il nous reste 3 minutes et on souhaitait effectivement échanger avec le public. Mais avant ça, il y avait aussi Pierre Charles à distance qui, je crois, avait aussi un peu un mot de la fin à dire sur finalement ce type de projet comme laboratoire d'innovation ou d'expérimentation finalement du logement de demain. Donc Pierre Charles, si tu nous entends, je te donne la parole. Je prêche pas pour ta paroisse, évidemment. Je pense que cette question est-ce que c'est des projets réservés à des personnes qui sont privilégiées, c'est-à-dire des projets de cadors qui du coup sont pas reproductibles. Je comprends qu'en arrivant, mais en même temps je suis qu'à moitié d'accord. La question le chiffre de 1 projet sur 10 qui aboutit, c'est un chiffre qui vient d'un bouquin de Denali Christian, Vivre autrement, correspond à une analyse qu'elle a faite dans les années 80, à une époque où ces projets pionniers étaient vraiment pionniers en normes. Il y avait l'impression peu d'entraide, peu de soutien extérieur, pas de professionnalisation, pas d'AMO, c'était les groupes, etc. Et nous, en tout cas, regarde, dans les projets qu'on accompagne, on est plutôt sur 1 sur 2 qui aboutit. Et puis dans ceux qui n'aboutissent pas, même souvent, on les aide à prendre la décision de ne pas y aller, en fait, parce qu'ils ne sont pas prêts ou ils ne veulent pas y aller. Donc, je suis d'accord pour reconnaître que c'est clairement pas destiné à tout le monde, la vie d'avoir participative. Je suis d'accord pour reconnaître que c'est encore aujourd'hui un parcours semé d'embûches, parce que tout est fait pour qu'on ne puisse pas y arriver. Parce qu'aujourd'hui, on va à une banque, on parle de l'habitat participatif, les marchés ils hallucinent, les assureurs ils hallucinent, enfin tout le monde, personne n'est préparé. C'est pas du tout la situation, par exemple, de Tübingen, où j'ai eu la chance d'y aller il y a un mois, où la ville a pour objectif de produire 25% des logements de la ville en autopromotion. Et où il y a 500 projets livrés juste dans la ville de Tübingen qui existe que moins de 100 000 habitants. Donc là, c'est normal, n'importe qui se regroupe au point de la rue, on très bien un projet en autopromotion, et puis ils vont voir un architecte, un banquier, etc. Tout le monde leur explique comment faire, et voilà, c'est devenu normal. Je suis plus optimiste que toi sur la capacité de ce projet à se développer. Néanmoins, tu mets le doigt sur peut-être que ce qui est plus rare, en fait, c'est des projets comme le nôtre qui sont aussi significatifs dans cette logique de recherche et développement. Et c'est un petit peu sur ça que je voulais insister. C'est sûr que ce n'est pas forcément ouvert à tous les collectifs, mais pas non plus à toutes les équipes de maîtrise d'œuvre, par exemple, de rencontrer un maître d'ouvrage qui veut penser son projet à l'échelle des 2 juillet 2050, de se projeter autant dans la prospective. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez brillant, que vous êtes en train, qu'on reconnaît. Je vous ai cité le projet de recherche que vous avez formulé et autour duquel vous avez tissé des partenariats, donc avec l'École nationale des travaux publics, le NTPE, un appel à projet auprès de l'Agence nationale de la recherche qui devrait permettre d'accompagner votre démarche dans une logique très scientifique, et on espère du coup que dans quelques années on va pouvoir produire des données scientifiques qui vont permettre d'avoir vraiment je ne sais pas si peut-être d'intégrer dans des TPU ou en tout cas dans des nouvelles pratiques des équipes de maîtriseurs, ce type de dispositifs comme celui de l'isolation extensive. Et du coup je voulais souligner que c'est pour moi, la R&D du logement, aujourd'hui, en France, elle est beaucoup plus dans des projets de promotion comme celui que vous venez de découvrir que dans les opérations marketing qu'on voit dans les revues d'architecture ou dans l'info public portée par des grands groupes immobiliers qui gargarisent de tout ce qui joue de micro-innovation avec un petit peu d'ingénierie sociale ou un gadget écolo ou je ne sais pas quoi. Et si je voulais insister sur quelque chose, c'est sur le besoin de mettre en lumière ces expérimentations qui sont sur les territoires, qui à mon avis sont vraiment porteuses de ce qui va être le logement demain. Et du coup, c'est vraiment
c'est là qu'on peut trouver notre inspiration. Merci beaucoup, Pierre Charles.